On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'implication d'élèves de l'école secondaire Monseigneur Euclide-Théberge à Marieville qui se sont rendus à Rougemont pour refleurir la ferme Guy-Adam. C'est fort intéressant, on parle de biodiversité. Mais d'abord, on parle de mécanique de remorque. Il y a une attestation d'études de professionnels qui est en vigueur ici même à la Commission scolaire des Hautes-Rivières. On parle de formation aujourd'hui, d'une attestation d'études professionnelles de mécanique de remorque de camions. C'est offert ici même dans la région et d'ailleurs, ça débute pas plus tard que le 27 novembre et ça va se dérouler jusqu'au 14 juin. Trois invités pour en parler. D'abord de la Commission scolaire des Hautes-Rivières et les agentes en développement au service aux entreprises, Annick Tomlinson. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Marilyn Bourassa, qui est directrice de flotte du côté de Transport Bourassa. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et accompagné d'un nouvel employé, Sylvain Thibodeau, qui est un mécanicien de remorque chez Transport Bourassa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, première question que j'ai envie de vous poser, parce que parfois les gens connaissent les DEP. Dans ce cas-ci, on parle d'un AEP, une attestation d'études professionnelles en mécanique de remorque de camion. C'est quoi la différence entre le DEP et l'AEP? Bien, en fait, l'AEP, c'est une formation qui est de plus courte durée. On parle ici d'un 780 heures de formation. Donc, beaucoup plus court que le DEP, va mener à des tâches souvent qui sont un petit peu moins complexes au niveau de la mécanique. Dans le cas de l'AEP en mécanique de remorque de camion, on parle ici de gens qui vont travailler sur la remorque, donc ils vont faire la mécanique de la remorque, alors qu'au DEP, en véhicule lourd routier, on va travailler sur le tracteur. Alors, c'est plus large. Bon. Est-ce que ça fait longtemps que c'est offert ici dans la région ou c'est un peu nouveau? C'est la deuxième année qu'on offre la formation. En fait, la formation a débuté, les pourparlers pour la formation ont débuté en 2015, alors que monsieur Jean Bourassa, de Transport Bourassa, nous a interpellés à la commission scolaire pour nous parler d'un besoin criant de main-d'œuvre au niveau de la mécanique de remorque, bien, de la mécanique de véhicules lourds. Mais en ayant des pourparlers avec lui, c'était difficile d'obtenir une carte de DEP. Là, c'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe. Donc, en partenariat avec Emploi Québec, on a pris la décision pour répondre aux besoins des entreprises de mettre en place l'AEP en mécanique de remorque de camion. Est-ce que c'est quelque chose qui était offert ailleurs au Québec ou si, à proximité de Saint-Jean, il n'y avait pas vraiment de possibilité d'avoir cette formation? À proximité de Saint-Jean, c'était pas possible. On s'en va plus dans les commissions scolaires là, des Trois-Lacs, entre autres, donc un petit peu plus loin. Puis c'était aussi l'argument de M. Bourassa qui disait, bien, les gens qui vont se former dans ces commissions scolaires-là ne reviennent pas travailler ici. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut répondre à un besoin criant de main-d'œuvre tout en ayant la formation à proximité dans notre région? Bon. Quand on est directrice de flotte chez Transport Bourassa, évidemment, il y a de l'entretien à faire, autant sur les véhicules, les tracteurs de remorque, mais les remorques elles-mêmes. C'est quoi la différence entre les besoins que vous avez en termes d'entretien pour les tracteurs de remorque et les remorques uniquement? En fait, majoritairement, c'est qu'il y a de la mécanique qui est beaucoup plus par rapport au moteur, tandis que la remorque, il y a quand même une mécanique, c'est pas juste de réparer les murs et changer les pneus. Il y a quand même des freins, des lumières, il y a quand même une partie un peu plus technique qui n'était pas nécessairement qu'on peut prendre monsieur, madame, tout le monde sur la rue qui vient faire la formation ou même juste je viens appliquer, je suis débrouillard, je peux faire la job, là. Donc, c'est beaucoup là la grosse différence entre les deux. Quand on a une flotte de véhicules comme la vôtre, évidemment, il y a des besoins quotidiennement. En quoi la pénurie de main-d'œuvre dont on faisait référence il y a quelques instants, en quoi c'était criant, en quoi c'était vraiment un problème pour une entreprise comme la vôtre? Bien, en fait, le point majeur, ou ce que M. Bourassa aussi, une raison qui est allée, c'est que les jeunes sont formés à l'école sur des roues qui ont été montées, démontées 150 fois, donc ils n'ont plus de rouille. Donc, la proximité d'avoir une vraie expérience de travail dans un vrai milieu, sur une vraie remorque qui roule à tous les jours avec la rouille, les intempéries. Donc, de voir les choses qui se passent vraiment au quotidien. Puis, le manque de main-d'œuvre, on entend dans les journaux, dans les médias dans les derniers temps, surtout dans les domaines un peu plus spécialisés comme la mécanique de remorque lourd, parce que je pense que mécanique, c'est autre chose, mais remorque lourd, c'est encore plus spécialisé, c'est encore plus difficile.
Puis il n'y en a pas beaucoup. Comme Annick expliquait, c'est loin les formations qu'il y a, donc il n'y en a pas près. Et dans une entreprise comme chez vous, vous avez besoin à peu près de combien de mécaniciens de remorques, là, vraiment dédiés à la mécanique des remorques? En ce moment, on a à peu près entre 15 et 20 selon les quarts de travail, juste pour les remorques. Wow. C'est sûr que nous, on a une flotte de remorques entre 500 et 600, là, tout dépendant si on a de la location ou pas. Et depuis la mise en place là, de l'attestation d'études professionnelles, donc je présume que vous avez pu recruter dans ce bassin de diplômés, si on Oui, veut? on en a embauché 3 sur le bassin qui était de On avait 7 finissants. 7 finissants. Donc, on a Ouais. quand même quasiment embauché la moitié de la Wow. cohorte. Puis jusqu'à présent, Sylvain est un très bon exemple du succès que ça peut apporter. Donc, Sylvain, de ce que j'ai compris, vous avez terminé votre cours l'été dernier, en fait, c'est ça, au printemps-été dernier. Puis là, donc, vous avez été embauché du côté de Transport Bourassa il y a quelques mois. Donc, parlez-nous un peu de votre contexte. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé dans ce cours-là? Moi, c'est dans le fond, moi, j'ai toujours grandi dans la logistique du transport. Mon père, il était dispatcher, camionneur. Puis, j'avais l'intention de devenir camionneur. J'ai eu un accident de voiture en 2014. Donc, mon médecin a refusé mes papiers de la SAC parce qu'il ne voulait pas que j'aille me faire brasser le dos en tant que tel. Fait qu'avec ma réhabilitation, ma physiothérapie, j'ai demandé, quand j'ai vu l'annonce dans le journal, j'ai vu une mécanique de remorque, je ne peux pas y conduire, il m'a réparé. OK. Fait que j'ai consulté mon médecin et il dit, écoute, tes flexions sont revenues, tout le kit, donc oui, je te donne l'autorisation d'aller en mécanique. Mais c'est vraiment pour vous, ce que je comprends, la passion du transport, la passion du remorquage à la base, là. Oui. Ou c'est l'industrie qui vous fait triper, là? Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai grandi sur les routes du Québec avec mon père, puis j'ai bien gros aimé ça. Puis vu que mon rêve de devenir chauffeur, pour l'instant, s'était éteint, et quand j'ai vu que je pouvais peut-être faire autre chose sur le côté camion, j'ai été sur le côté remorque. Bon. Et vous avez travaillé dans quel domaine dans la vie, là, juste en résumé? Ma dernière emploi avant de devenir dans le cours, c'était dans une usine de recyclage. J'étais assistant chef d'équipe, puis je m'occupais de l'entretien des machines pendant les pauses, donc nettoyer les engrenages, blablabla. Donc, vous aviez déjà des aptitudes en mécanique un peu, là? La débrouillardise. Débrouillardise. Oui. Bon, puis comment vous avez trouvé ça, le cours? Ah, moi, je me levais juste pour aller au cours. J'en mangeais, c'était terrible. J'arrivais 1 heure en avance, puis je restais bien souvent 1 heure plus tard, juste pour réussir à faire des choses, puis donner un coup de main beaucoup aux professeurs. OK. Ça fait des bons employés, ça. Exactement. Si je le sens passionné comme il est, ça fait Exact. des bons employés. Oui. Là, dans le fond, là, vous avez une nouvelle cohorte qui commence Oui, bientôt? exactement. Donc, la prochaine cohorte débute le 27 novembre, donc lundi prochain. On a 8 participants jusqu'à maintenant, puis les inscriptions continuent. Donc, ça va très bien là, pour... Quelle est la capacité maximale du cours? Vous pouvez aller jusqu'à combien? Jusqu'à 10 participants environ. 10 participants. On dit 780 heures. Donc, Oui. si ça commence donc, le 27 novembre, donc jusqu'au 14, Oui. donc ça va s'échelonner tout ce temps-là. Donc, pendant cette durée-là, on est quasi à temps plein, dans le fond. On est à temps plein, 30 heures par semaine. 30 heures par semaine. Oui. Et vous le donnez à quel endroit ici dans la région? Chez Directement Transport chez Bourassa. Transport Oui, Bourassa. exactement. Directement sur leur remorque, comme Marilyn disait, ça permet aux gens d'être très, très près du marché du travail, là. Bon, donc ça, c'est drôlement pratique donc de pouvoir utiliser vos installations. Puis les années passées aussi, bien l'année passée plutôt, je devrais dire, quand il y a des choses qui arrivaient qui étaient hors du normal, bien on allait prendre les étudiants pour leur montrer. Donc, tu sais, s'il y avait quelque chose qui était plus spécifique ou qui se passe pas souvent ou qui se passe très souvent puis qu'on peut le montrer, bien, tu sais, là, la proximité est très intéressante, là, tu sais. Puis ils voient aussi la dynamique d'un garage parce que, tu sais, Sylvain avait peut-être un peu l'expérience d'un camion, tout ça, mais il y en a là-dedans qui n'ont pas nécessairement. Tu sais, c'est juste un intérêt ou ils étaient dans le véhicule automobile. Là, ça leur montre totalement un autre côté qu'ils pouvaient ne pas avoir avant. C'est quoi les enjeux ou les défis auxquels vous êtes confrontés? Bon, on imagine évidemment un tracteur de remorque et la remorque en tant que telle, comme on disait tantôt, bon, il y a des pneus, il y a toutes sortes de trucs qu'on doit réparer, mais en même temps, pour vous, quand on est mécanicien, là, c'est quoi le défi quotidien auquel vous êtes confronté, Sylvain? C'est surtout le défi des intempéries, parce qu'au Québec, le calcaire et le sel fait beaucoup de ravages sur l'équipement. Ouais. Donc, beaucoup de pièces qui sont saisies, qui sont dures à débarquer, que ça donne un challenge. Il faut que tu trouves la façon de le débarquer, puis il faut que ça sorte. C'est vraiment ça, le plus gros challenge, bien souvent. Quels sont les critères d'admissibilité pour pouvoir entrer dans un cours comme celui-ci?
Bien, en fait, les critères de base, c'est au niveau de la scolarité. Donc, on a besoin de gens qui vont avoir leurs unités de secondaire 3 ou encore un TDG, qu'on appelle dans notre langage de commission scolaire, un test de développement général que les gens là, peuvent passer au Centre d'éducation des adultes de la Relance. Et donc, à ce moment-là, donc, on est admissible pour oui, pouvoir s'inscrire dans un cours comme exactement. Bon. Là, donc, on en est donc à la deuxième année, si on veut, oui. c'est ça? Donc, deuxième année du programme, toujours chez Transport Bourassa. Donc, vous, dans le fond, il n'y a pas eu vraiment de grandes surprises parce que si vous avez fait votre cours chez Bourassa, puis que là, vous êtes embauché chez Bourassa, il n'y a pas trop... c'est pas un trop gros dépaysement. Là. Non, ça n'a pas été un dépaysement du tout. Déjà, je savais le setup, la manière que ça fonctionnait, le garage... Écoute, il était impeccable, vraiment très, très propre. Fait que c'était plaisant de faire le cours là. Puis quand j'ai su que je me faisais embaucher, ça a été merveilleux. Et là, vous travaillez sur quel quart de travail? Sur le quart de jour. Quart de jour? Oui. Bon, ça, vous aimez ça? Ah, terriblement. C'est plaisant? Oui, très bonne équipe. Là, avez-vous encore des besoins de main-d'œuvre ou est-ce que vous sentez que vous avez toujours quand même un certain besoin d'embaucher? Oui. Bien, en fait, le besoin d'embauche est très criant. La compétition est féroce. On s'arrache tous les mécaniciens d'un bord puis de l'autre. Donc, c'est sûr que, tu sais, on dit toujours que tu retrouves, il y en a un qui repart. Fait que, tu sais, finalement, c'est toujours, tu es en constante embauche, en constante. Donc, nous, tu sais, il y a des gens, des fois, qui disent « Ah non, on ne prend pas de nouveau de CV. » Nous autres, à chaque fois qu'il y a un nouveau CV, on le rencontre. Puis, si ça fonctionne, on les embauche. Tu sais, on ne passe pas sur aucun CV. Donc, le besoin de main-d'œuvre est criant plus que jamais. Parce qu'évidemment, avec la clientèle que vous avez, quand les camions sortent, il faut que tout soit évidemment en ordre et correct. Là. Exactement. On a beau avoir des chauffeurs, on a beau avoir des gens qui travaillent au service à la clientèle, mais si la remorque n'est pas utilisable, c'est pas d'avance. Exactement. Puis on essaie aussi d'aller plus dans le prévisible, donc de faire des pré-inspections pour être sûr qu'il y a le moins d'attente pour le chauffeur, mais pour le client aussi. Donc pour ça, bien, ça prend des équipes qui sont présentes sur plusieurs corps de travail pour réussir à accomplir ça. Bon. Donc encore quelques places disponibles si parfois ça intéresse quelques personnes. Oui. Donc, le cours commence très, très bientôt, là, en fait, la semaine prochaine. Donc, les gens peuvent s'inscrire, évidemment, en contactant la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Oui, en fait, ils peuvent me contacter directement. Puis, de cette façon-là, on se rencontre, puis on scelle l'entente ensemble. À vous trois, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de biodiversité. En fait, il y a 32 élèves de l'École secondaire Monseigneur Euclide de Théberge qui ont fleuri la ferme Guy Adam. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Parlons de biodiversité, parlons des élèves, en fait 32 élèves de l'École secondaire Monseigneur Euclide Théberge à Marieville qui ont planté 1800 vivaces. Ils ont fleuri la ferme Guy Adam à Rougemont. 4 invités pour parler de ce projet particulier. D'abord, il est coordonnateur à l'Association du Mont-Rougemont, Pierre Pontbriand. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de César Larguespada, qui est agent en agro-environnement et responsable du projet. Bonsoir. Bonsoir. De même que une enseignante de l'École secondaire Monseigneur Euclide Théberge, Kathleen Saint-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Et une élève de secondaire 5 du programme d'éducation internationale, Camille Harvey. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, et quel est le fondement même de ce projet-là, M. Pontbriand? L'idée, c'était partout autour du Mont-Rougemont. Nous, on s'occupe du Mont-Rougemont et de son piémont.
on essaie de favoriser la biodiversité et le développement durable de ce secteur-là et de le conserver le plus possible dans un état naturel. Autour du Mont-Rougemont, l'agriculture s'est développée beaucoup et on sait que sur l'ensemble de la planète, les insectes sont en déclin et les oiseaux insectivores par le fait même aussi. Et dans le cadre de petits projets comme ça, ce qu'on cherche, c'est favoriser ces espèces-là qui sont actuellement menacées par la perte d'habitat, en recréant des petits habitats qui ont été perdus au cours des dernières années. Dans ce cas-ci, c'était un petit champ d'environ un demi-hectare qui a été replanté en fleurs sauvages pour favoriser des insectes qui vont favoriser le retour des oiseaux insectivores. Et puis là, on cherche toujours des partenaires pour des projets comme ça et on a réussi à contacter l'UPA qui nous donne un coup de main, Mme Saint-Pierre et son école et ses élèves qui nous ont donné un sérieux coup de main et d'autres bailleurs de fonds comme ici le Programme d'intendance des habitats d'Environnement Canada. Bon, M. Larguespada, donc quand l'UPA a été contacté, c'était quoi votre réaction et c'était quoi ensuite votre degré d'implication dans le projet? D'abord, j'aimerais dire qu'en fait, l'UPA Montérégie, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille voilà, dans toute la Montérégie. Et donc, évidemment, nous, on est fiers de collaborer avec notre partenaire de la région. Et donc, ceci fait partie d'un programme qui s'appelle ALUS Montérégie. Et donc, notre implication, en fait, c'est d'évidemment participer au développement du projet, mais aussi, par la suite, nous, on fait une rétribution, en fait, de la superficie agricole qui n'est pas dédiée à l'agriculture, mais qui est utilisée à générer des biens et des services écosystémiques. Et donc, voilà, donc l'UPA aussi, on a d'autres projets, surtout un soutien technique et financier, en fait, pour accompagner les producteurs de la région à développer ce type de projet. Et quand on vous a parlé de ce projet-là, c'était quoi votre réaction et qu'est-ce qui s'en est suivi? Ah ben nous, on était contents de participer, évidemment. Pour nous, c'est essentiel l'implication des partenaires dans les milieux de la conservation, en fait, de l'environnement, des milieux des écoles, la participation des producteurs. Donc oui, évidemment, c'est des projets que nous, on est fiers de participer et de continuer à développer, en fait, dans la région. Bon, à quel moment on vous a contacté pour que les jeunes soient mis à contribution dans le projet? Cette fois-ci, 2 semaines ou 3 semaines d'avance, donc ça a demandé une très grande mobilisation pour obtenir des autorisations pour pouvoir travailler sur le projet. Mais en fait, on travaille depuis 3 ans, M. Pontbriand et moi, ensemble, pour justement passer du côté théorique à la pratique. Ça, dans le cadre du cours de sciences générales que j'offre à l'école Monseigneur Euclide Théberge, avec les élèves de 5e secondaire en PEI, j'essaie de donner une petite couleur biologique et environnementale. Et au niveau de la philosophie du PEI, où est-ce que les jeunes doivent s'impliquer au niveau de leur communauté, c'est parfait comme projet. Et puis, finalement, bien, écoutez, ce que je fais, c'est que j'essaie d'orienter justement le projet avec mon enseignement. Donc, rapidement, on change les plans et puis ils ont fait une recherche sur les espèces qu'on devait planter. Et ensuite, quand on est arrivé lors de la plantation, il fait toujours beau quand on réussit à y aller, c'est parfait. À ce moment-là, ils voyaient vraiment leur action, leur implication et leur impact aussi environnemental sur leurs gestes qu'ils posaient là, selon ce projet-là. Et là, Camille, vous étiez combien d'élèves à participer à ce projet-là? Donc, une trentaine, mais... 32. 32 élèves, mais après ça, quand vous vous êtes rendus sur place, ça se passait comment? Qu'est-ce que vous avez fait au juste? Dans le fond, le champ était séparé par section et on était par groupe d'élèves de 2 et on avait toute une petite section et on plantait un casseau de vivaces. On creusait un trou et on mettait les vivaces dans le trou. Là. Et ça vous a pris combien de temps à faire ça? 2 heures? Oui, un après-midi. Un après-midi, là. Un après-midi. Donc, une trentaine d'élèves, un après-midi. Et vous avez réussi donc à planter 1800 vivaces. Oui. C'est quand même une grosse commande. Oui. Mais au début, je m'attendais à ce que les vivaces soient plus grosses, mais ça s'est avéré que c'était juste des petites vivaces. Donc, c'était quand même facile à planter. Bon, on comprend qu'il y a le geste, parce que ça prend évidemment de la main-d'œuvre pour être capable de faire ça quand même assez rapidement. On est aussi à une période de l'année où c'était quand même assez propice. Tout à fait propice. L'automne, là, entre le 15 septembre et 15 octobre, c'est idéal. Même on peut dépasser le 15 octobre. Bon. C'est le gel qui est la limite. Là. Qui est la limite, évidemment. Mais Camille, donc, vous compreniez quand même la portée du geste. Oui, oui. C'est ça qui est intéressant, là. Qu'est-ce que vous avez appris là-dedans?
Bien, tout ce qui est environnemental. Donc, tu sais, pourquoi on plantait les vivaces là, qu'est-ce que ça allait apporter, les bienfaits, comme sur les insectes, sur les oiseaux. Tu sais, on voit l'impact que ça va avoir. Donc, c'est vraiment porteur d'avenir. Donc, on a vraiment Ouais. l'impression de faire une différence. Oui. Bon. Parce que tout ça, parfois, peut nous paraître un peu virtuel ou un peu théorique, mais dans la vraie vie, nos milieux naturels sont confrontés aujourd'hui à ce genre de situation-là. Oui, en fait, surtout dans la vallée du Saint-Laurent, là, plus on se rapproche des grands centres comme Montréal, plus on vit une situation où les milieux naturels, et en particulier peut-être les milieux semi-ouverts, les demi-prairies en bordure de bois, sont très, très urbanisés. Et on est en perte d'habitat pour plusieurs espèces présentement. Et c'est grâce à des projets comme ça qu'on va peut-être réussir à conserver un minimum d'habitat pour plusieurs espèces qui sont actuellement pas nécessairement en péril de façon claire, mais portées en déclin tout au moins. Bon, parce que si on met à profit différents partenaires, dont l'UPA, parce qu'en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a besoin de l'agriculture. Hein, puis ça, tout à fait, vous êtes là pour en faire la démonstration. Mais en même temps, ça nous prend, je présume, une agriculture responsable. Et comment on peut rallier tout ça entre avoir de l'agriculture, mais d'avoir une agriculture qui est responsable et qui respecte les milieux et la biodiversité? Donc ça, c'est en fait justement notre domaine à l'UPA Montérégie. On est 2 agents en agro-environnement, comme je vous disais. Donc ça, c'est en fait notre travail d'aller conseiller en fait les producteurs pour qu'ils fassent des efforts en agro-environnement, c'est-à-dire dédier certains zones de leurs terres agricoles à la conservation. Par exemple, on parle de l'installation des haies brise-vent ou des haies d'arbustes, en fait, que ces arbustes ils vont favoriser la biodiversité. Donc oui, de plus en plus, à titre d'exemple, depuis 2006, qu'on a le programme Alus Montérégie, on a environ 21 hectares des terres agricoles qui ont été dédiées vraiment à la production de biens et des services écosystémiques. Donc oui, les producteurs, ils font leur part, ils sont prêts vraiment à débloquer une partie de leur terre pour la conservation. Et c'est ça notre rôle en tant qu'UPA Montérégie, de les guider, de les offrir les soutiens techniques et financiers pour développer ce type de projet, tout en évidemment en faisant partie notre partenaire de la région. Bon. Qu'est-ce que vos élèves ont appris au travers de tout ça? Parce que, bon, vous dites que ça s'est fait quand même dans un court délai. Oui. Donc, il faut se revirer quand même assez rapidement. Après ça, présenter ça aux élèves. Ensuite, se rendre et faire, évidemment, la manœuvre de planter les vivaces. Mais qu'est-ce que vos élèves ont appris? C'est quoi les questionnements qui sont venus avec ça? Les questionnements, c'était justement, est-ce qu'on va réussir à planter les 1800 arbres? C'était une de leurs préoccupations. Et je vous dirais, c'est la beauté de la chose. Je leur dis toujours, les sciences, c'est ça. On ne sait jamais où est-ce qu'on a un but, mais est-ce que ça va fonctionner comme on veut? Souvent, non. Donc, on expérimente, on se lance et ensuite, on réagit selon ce qu'on voit, ce qu'on vit. Et puis, finalement, ils se sont développés des techniques de plus en plus efficaces. Et puis, on a réussi à planter les 1800 arbres. Honnêtement, c'est un franc succès. C'était quoi comme type de vivace? Est-ce que tu t'en rappelles? Non. On avait les achillées, on avait les rudbeckies, on avait les astères. Astères d'automne. On avait une dizaine d'espèces de vivaces. D'espèces différentes. OK. Et c'était quoi le truc pour les planter rapidement? Quelqu'un sautait sur la pelle. On laissait le trou ouvert et quelqu'un d'autre prenait la carotte, c'est comment on a nommé les petites vivaces, là, et on le plaçait dans le trou. OK. Ouais. Ils se lançaient les carottes, là. Ça devenait Et ça, assez efficace. Est-ce que vous le saviez d'avance ou ce sont des réflexes que vous avez développés sur place? Oui, oui, vraiment sur place. Au début, comme j'ai dit tantôt, je m'attendais à des grosses vivaces. Mais finalement, c'était vrai des tout petites, donc on pouvait vraiment se les lancer, aller vraiment vite, là. OK. Et là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris un leadership là-dedans? Comment vous vous êtes réparti le travail? Pour dire, toi, c'est la pelle, moi, c'est le trou, moi, c'est la carotte. Oui, c'était un peu comme ça, mais c'était plus comme moitié-moitié. La moitié de la classe avait des pelles, l'autre moitié lançait des carottes. C'était... Ouais. OK. Parce qu'au début, quoi, est-ce que vous aviez une certaine appréhension à savoir si vous aviez suffisamment de temps pour faire ça? Oui, oui. Étiez-vous surpris de l'avoir fait si rapidement? Oui, quand même. Je croyais que ça allait être vraiment plus long, mais on a fini avant le temps qu'on avait pour planter. Bon.
Donc là, ça, c'est la beauté du travail. Donc, parce que là, dans le fond, on est dans une ferme de type pomiculteur, c'est bien ça? C'est un pomiculteur et où Ouais. il fait aussi de l'ail commercial. Bon. Donc, c'est un environnement où les jeunes pourront peut-être y retourner un jour et voir Oui. le résultat de leur travail. Oui, parce que c'est un champ d'ailleurs qui est tout à fait situé en bordure de route, alors il est tout à fait visible. Et normalement, ce champ-là ne sera pas tondu avant tard l'automne Ouais. pour permettre aux fleurs de donner le maximum de fleurs pour attirer les insectes et les oiseaux. Et ultimement, c'est quoi le rôle des insectes et des oiseaux? C'est ça le fond, hein? On ne peut pas... il y a plusieurs espèces dont on ne se doute pas du rôle qu'ils peuvent y avoir. Des fois, il suffit d'enlever une seule espèce dans un ensemble, dans un écosystème, et tout devient déséquilibré. Puis on l'a vu avec le retour du loup, par exemple, dans l'Ouest américain. Ils ont réintroduit du loup dans le parc, dans un grand parc national. Et le retour du loup a recréé un équilibre qui était en voie d'être complètement perdu en favorisant. Et même des plantes sont revenues coloniser des espaces où elles étaient autrefois grâce au loup. Alors, on ne peut pas penser... La moindre espèce qui disparaît, c'est tout un chamboulement qui peut avoir des répercussions pendant des centaines d'années. On n'a pas besoin de loups au Mont-Rougemont. On n'a pas besoin, non. Je pense pas. Il y a beaucoup de chevreuils. Il y a beaucoup de chevreuils, par contre. Bien, à vous quatre, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Puis, bonne chance pour la suite. J'ai l'impression que ça va donner peut-être naissance aussi à d'autres projets à venir. Hein. J'ai l'impression Presque à chaque fois qu'on réalise quelque chose, on reçoit des appels pour réaliser d'autres choses. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Jusqu'au 15 avril, il est permis d'installer des abris d'auto à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour connaître, par contre, la réglementation, il y a des normes, des spectres à respecter. Vous avez le lien Internet à l'écran. Chaque semaine, des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets et pour avoir la liste des détaillants, www.tvhr9.com. À demain. Bye-bye.